J'avais jamais fait de direct. Quand j'entends, attention, dire dans 5, 4, 3, c'est à toi, et que je vois l'écran où je me vois, je me dis, waouh, faut faire la cuisine là. Le testi-crousti, tu connais? Quel est le plat que tu n'aimes pas? Le plat de la flemme. Faut-il saler l'eau des pâtes? T'as un péché mignon? Une côte de bœuf, de l'aubrac avec de l'aligot, parce que ça, c'est mon enfance. J'aimerais que quand il fasse à manger, les gens lui regardent et lui disent, putain, tu fais bien à manger, mec. Et même s'il n'en fait pas ce métier, j'aurais accompli ma vie. Bienvenue, Cyril Lignac est dans la place à TF1. Bonjour Cyril. Bonjour, carrément. Merci. Le titre de ce podcast, c'est Aura. Est-ce qu'un grand chef a forcément une aura? Je vais répondre oui, parce que il faut déjà trouver sa voie de sa cuisine, sa partition, ce qu'on a envie de faire. Il faut avoir l'aura pour avoir les équipes qui fonctionnent ensemble, parce que moi je crois pas aux réussites solitaires. Je crois aux équipes, à la fidélité, à la transmission. Donc forcément, ça parle d'aura. Et puis ensuite, l'aura pour aussi l'exprimer, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la place. Ouais. Il faut se démarquer. Et à l'heure où il y a de plus en plus de jeunes chefs et puis de chefs internationaux, il faut aussi trouver une ligne éditoriale pour que les clients viennent, reviennent et en parlent pour que les restaurants fonctionnent, quoi. Comment définirais-tu ton aura? Ah, c'est compliqué, ça. Ouais. Parce que moi, j'ai pas du tout ce truc-là. Ce truc-là, c'est-à-dire? J'ai toujours... Depuis que j'ai démarré, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, moi. Ouais. Et oui, Parce on va que- voir pourquoi. Ouais. Parce que c'est toujours difficile de décrire ton aura. Moi, je pense que le plus naturellement possible, avec C'est la ton passion. naturel. J'ai jamais considéré mon métier comme un commerce. J'ai toujours considéré mon métier comme une passion, comme une transmission, comme du plaisir, comme de la gourmandise. Donc, je baigne là-dedans, en fait. Alors remontons une quarantaine d'années en arrière. Déjà? Dans une modeste maison d'un petit village de l'Aveyron. Déjà. Quel enfant es-tu à l'époque? Oh, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi dans une famille aimante avec mon père et ma mère et ma sœur. J'étais, dissipé. Non, ma mère disait toujours que j'étais un bon petit garçon, mais c'est vrai que j'aimais pas l'école. Donc, fatalement, le jeu central de la maison, c'est quand même l'école. Oui. Donc, quand déjà ça va pas trop à l'école, voilà. Mais j'étais pas non plus un élève hyper dissipé. Je mettais pas la pagaille dans l'école, ni dans la classe. Mais j'aimais bien m'amuser. Voilà, et ça me plaisait pas plus que ça, quoi. Ta mère est infirmière, ton père est menuisier, et il se désole un peu de l'élève que tu es. Ta mère te répète: qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ouais, ça, c'est une phrase incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu l'as entendu celle-là? Ah, je l'ai entendu, mais ça résonne encore, c'est comme si ma mère, elle me disait. Mais elle le disait, ce qui était amusant, c'est que elle le disait pas, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Elle le disait toujours en rigolant. Elle disait toujours, mon petit Cyril, qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'était plutôt, il va quand même falloir que tu trouves un métier. C'était pas de la désolation de dire, oh là là, on est inquiet outre mesure. C'était, ma mère, elle me disait toujours, de toute manière, tu vas trouver un métier. Et si tu veux quitter la maison, il va falloir que tu choisisses un métier. Donc, comme moi, j'avais envie de m'émanciper, il a fallu qu'on trouve un chemin. Et la cuisine est apparue comme ça, quoi. Et voilà. Alors l'enfance, elle est joyeuse, hein. Elle est chantante, on va dire. Y a pas de 16 ans Ah pour ouais, que vive la musique au fond. Je me rappelle Pas tellement de de ça. 16 ans pour que vive le son. Depuis hier, on a trouvé des décibels dans ton cheval. Et tu chantes. Il fallait absolument ce faire ça. refrain qui C'était te rigolo dans les repas de Début de famille. soirée. Dans les repas de famille, alors, voilà, ce qui est amusant, c'est que c'était vraiment dans le garage de mon oncle. Et donc, on faisait des grands repas de famille. Donc, nous, on avait des traditions, comment on achetait des cochons, on faisait le cochon, on partageait. Ma grand-mère faisait les boudins, on faisait le jambon, on faisait les canards gras, le foie gras. là Donc, là là là. c'était vraiment cette culture de la campagne. Et donc, on se réunissait toujours pour des grands repas de famille. Et mon père avait 7 frères et sœurs. Il était issu d'une famille nombreuse. Donc, voilà, c'était tous ces bons moments de famille. Et donc, forcément, il fallait chanter, il fallait rigoler, on passait des bons moments. Et puis, finalement, on n'avait rien et on avait tout. Et c'était génial. À la maison, la gourmandise, c'est un héritage familial, hein. Quel moment partages-tu avec ta mère, ta sœur, en cuisine?
Les choses les plus simples, ça démarre par les gâteaux. Ouais. Parce que quand on s'ennuyait à la maison, elle disait, bon allez, on va faire un cake, on va faire un gâteau, on va faire des crêpes, on va faire des choses comme ça. Et ce qui est génial, et ce que je vois d'ailleurs même un peu avec mon fils aujourd'hui, c'est que c'est le fait de partager un moment avec les adultes, avec papa, avec maman. Et c'est le fait de partir de rien, et c'est ça qui est magique dans la pâtisserie, c'est qu'on part de la farine, du sucre, du beurre, de la levure, du chocolat, et puis ça sort un gâteau. Et puis on se régale tous ensemble, et puis on est fiers de l'avoir fait, et on a partagé ces moments qui vont toujours rester, quoi. D'ailleurs, ça me donne des frissons, hein, ça me ramène vraiment à ces années tellement joyeuses et insouciantes. Ouais. Il y a le mythe du gâteau marbré que tu faisais avec ta maman et ta sœur. Ce qui était génial, c'est que ma mère, elle était maline. Elle avait trouvé le bon truc pour pas qu'on se dispute. On faisait les cakes marbrés, comme ça, il y avait 2 pots, 2 pâtes les mêmes, une à la vanille, une au chocolat. Et comme ça, on se disputait pas. Quand on faisait la pâte à crêpes, et ben, on se mettait tous dedans, quoi. Donc là, ce qui était génial, elle avait trouvé cette bonne astuce où chacun avait, comme elle disait, sa gamelle et chacun faisait son gâteau, quoi. La cuisine, c'est le lieu de tous les plaisirs. Alors, à la fin de l'adolescence, tu choisis cette voie. Avec quelle idée en tête ? Déjà de partir de chez moi. Non, mais déjà, il y a plusieurs choses. La première, c'était de me dire, déjà, un peu égoïstement, j'avais trouvé quelque chose qui me plaisait. Deuxièmement, ça faisait plaisir à mes parents. Et puis ensuite, le fait d'avoir un peu trouvé sa voie. Et quand les gens venaient manger à la maison, je voyais toujours ce regard bienveillant posé sur mes parents. Alors, mon père, il cuisinait beaucoup plus gras que ma mère. Ma mère cuisinait beaucoup plus light. Mais c'était rigolo parce que c'était les grands repas à la maison. Et ce qui était fantastique, c'est que je voyais les personnes dire « Mais comment tu as fait ?» ou « Tu pourras me donner la recette ?» ou « Là là, qu'est-ce que c'est bon ?» Et moi, j'étais spectateur de ça. Ouais. Et j'avais toujours, finalement, ma vie, elle se dictait entre mes copains, le foot, les sorties et l'école. Et donc, tout ça, l'école, c'était toujours le point un peu difficile. Et là, je me disais, mais si je fais bien à manger les gens, c'est marrant comment j'avais réalisé ça. Je me disais, les gens, ils vont m'aimer. Alors, je savais bien qu'ils n'allaient pas m'aimer, mais qu'ils allaient porter aussi ce regard bienveillant sur moi. Et donc, ça a démarré tout doucement en grattant cette allumette. Par ailleurs, je ne savais pas ce que ça allait donner non plus, quoi. Alors, tes débuts, tu les fais non loin de chez toi, dans la vallée de l'Aveyron, avec Nicole. Alors, Nicole... dans son restaurant du Vieux-Pont. Cyril Le Gosse, c'était sa réputation dans la maison. Je te rappelle le premier jour, là, 205. J'étais là-bas sur le gravillon, je me rappelle moi, avec des lunettes noires. Et je me rappelle que on était tous les deux avec Nicole. J'ai dit à Nicole, c'est le jeune que tu as embauché. J'ai dit, c'est qui ce zozo là que tu m'as ramené là? Ça, je me rappelle très bien, j'ai dit à Nicole. Je me rappelle très bien. Le zozo. Non, mais... C'était compliqué, hein, au début. Mais ce qui est rigolo, c'est que moi j'habitais à Rodez. Donc, j'avais été apprenti pâtissier auparavant. Donc, je gagnais mon argent. J'habitais encore un peu chez mes parents. Et donc, je m'étais acheté une voiture. Et à l'époque, c'était les 205 GTI. Et donc, j'avais acheté cette voiture-là. Et donc, me voilà arrivé à Belcastel avec cette 205 GTI, forcément. Et donc, ils me voient arriver comme ça. Et eux... ils n'avaient jamais pris d'apprenti. Ça a démarré parce que ma grand-mère m'avait donné 500 francs. Et donc, j'appelle un copain qui était, lui, déjà apprenti, qui gagnait de l'argent. Et on avait un livre, un magazine de cuisine qui s'appelle le Thurez Magazine, qui représente la profession, les chefs avec leurs plats, etc., etc. Et donc, j'avais vu ça. Et moi, j'avais cette vision de la cuisine de lycée hôtelier. Et là, j'avais vu ce craquant de cèpe, ces belles assiettes, ce beau service. Et c'est vrai que depuis très jeune, j'ai toujours eu cette notion du beau. J'ai toujours été rêveur, contemplatif. J'aimais le beau. Avec mes parents, on allait en vacances et je regardais toujours comme ça les belles maisons, les belles voitures, les beaux immeubles, les belles vitrines. Parce que ça m'a toujours fait rêver. Et... donc, j'avais ces 500 francs. Je dis à mon pote, viens, on va manger là-bas. Donc, j'avais surtout rien dit à mes parents. Dans ce restaurant chez Nicole. Eh oui. C'était beaucoup d'argent. Nous voilà partis là-bas, avec la 205 GTI. Et donc, on arrive là-bas, et donc je mange. Et là, c'est la révélation pour moi.
parce que j'allais pas manger dans ces restaurants-là avec mes parents. Et là, je goûte des sauces comme j'ai jamais goûté. Je mange ce croquant, je goûte cette gourmandise, je vois le balai des serveurs, je vois les belles tables nappées, je vois ce beau restaurant. Et là, je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Donc, je rentre à la maison et je montre à ma mère, je dis pas que j'y suis allé, et je lui dis, regarde, t'as vu le magazine? Regarde, c'est là où j'ai envie d'aller faire mon apprentissage. Et ma mère, bienveillante, qui me dit, mais mon petit Cyril, arrête de rêver. Et ça a été toujours le fil conducteur de toute ma vie. Arrête de rêver. Arrête de rêver. C'est Et dur. donc, je me suis dit, je vais quand même y aller. Donc, je prends le téléphone, j'appelle, je dis bonjour. On est les 2 petits jeunes, nous sommes venus hier manger le menu dégustation, c'était d'ailleurs très très bon. Et je cherche un contrat d'apprentissage. Et elle me dit, mais on prend pas d'apprenti. Et là, je lui dis, je sais pas d'où ça vient. Je lui dis, c'est super, ce sera l'occasion de démarrer. Et elle me dit, venez me voir. Me voilà arrivé là-bas. Donc j'arrive joyeux comme ça. Et donc je rentre dans cette cuisine, je vois ce beau fourneau. Et puis je discute avec elle. Et je me fais embaucher. Et pendant 2 ans, qu'est-ce que tu apprends de fondamental? Oula, alors là, c'est le pied dans le monde réel du travail. C'est-à-dire que là, je suis plus à la maison chez papa et maman. On n'est plus à l'école. On n'est plus en train de rigoler. On n'est pas au fond de la classe en train de s'amuser. Là, on rentre dans le dur. C'est l'école de la vie, l'école de la cuisine, l'école du goût, l'école de la concentration, de la remise en question. Ah ouais. Et là, c'est ça qui me forge, en fait. Et ça a été très dur. Et j'ai même voulu abandonner. Et je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, c'est trop dur, hein, et je veux arrêter. Et là, elle m'a dit jamais. Ah. Et donc, je suis reparti. Et ça, c'est des valeurs qui sont vraiment fortes parce que aujourd'hui, on a toujours tendance un peu à baisser les bras. Alors que si j'avais baissé les bras et que mes parents m'avaient dit, bon, allez, c'est pas grave, tu vas faire autre chose, on serait pas là, quoi. Et un jour, tu décides de monter à Paris. Comment réagit ta mère avec qui tu as une relation fusionnelle, hein? C'était mon rêve américain, moi, Paris. Eh ouais. Parce que nous, les Aveyronnais, dans ce métier-là, on appelait ça les bougnats, on est monté avec le charbon. Donc, c'est une histoire de génération et d'ancrage chez nous. Et les Aveyronnais sont des grands travailleurs, d'ailleurs. Il y a dans tout Paris beaucoup d'Aveyronnais, dans des brasseries, dans des cafés, dans des restaurants. Donc pour moi, c'était important d'aller me frotter à Paris, quoi. De prendre ma valise, de connaître personne et d'aller là-bas, quoi. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Et quand j'ai dit à mes parents que je voulais aller à Paris, c'était un peu dur, mais ma mère, elle a toujours eu confiance en moi. Mais en même temps, elle te dit quand même, arrête de rêver. Ça Ouais. te décourage pas, ça? Non, au contraire, je me suis construit dans l'opposition. C'est-à-dire que ça marche avec des personnes, ça marche pas forcément avec tout le monde. Mais Ouais. moi, plus ma mère, elle me disait ça, plus j'avais envie de monter à l'arbre. Et plus j'avais envie de lui montrer que j'allais réussir et que voilà. Après, quand je suis arrivé à Paris, ça a été très dur. Ouais. Parce que seul, dans une chambre de bonne, sans contact. Ouais, seul, quoi. Et là, c'est quand même le grand bain, quoi. Mais j'appelais Nicole. Et il y avait encore les cabines téléphoniques, quoi. Moi, j'appelais Nicole, je disais, ah là là, c'est dur, je suis tout seul, je m'en sors pas. Là, donc. Mais devant mes parents, je faisais bonne figure. Ouais. Tu craques devant Nicole, quoi. Ah ouais, c'est ma maman, Nicole. Dans mon métier, c'est ma maman. Tu t'accroches, tu travailles sans relâche dans la brigade d'Alain Passard, des frères Pourcel. Quelle est la leçon la plus dure apprise en cuisine avec ces grands chefs? Je m'étais déjà bien préparé à Belcastel. Ce qui est quand même génial, c'est que je ne suis pas arrivé démuni. Ouais. Et je dois beaucoup à Nicole parce que je dis toujours que mes parents, ils m'ont donné ma colonne vertébrale. Mais Nicole, elle m'a mis les muscles autour, quoi. Et donc, quand je suis arrivé dans ce métier, là, à Paris, je savais faire la cuisine. Je connaissais pas tout, mais j'avais appris toutes mes bases et mes bonnes bases. Je savais tout faire, le poisson, la viande, le foie gras, les abats. On m'avait bien, parce qu'il me faisait pas de quartier avec Castel. Donc, il fallait que je sois vraiment, vraiment au top, quoi. Et donc, je maîtrisais quand même la cuisine. Après, je suis arrivé à Paris, j'ai appris une autre cuisine avec Passard, qui est pour moi le virtuose de la cuisine, du goût, des saveurs, et qui est un poète. Ouais. Et tu travailleras aussi avec Pierre Hermé, Ouais, Alain en Ducasse. pâtisserie, ouais. Quel est le plus sévère? Il n'y a pas de plus sévère, parce que quand on est à ce niveau de cuisine, il y a l'exigence. L'exigence du travail, et aussi, parce que souvent dans notre métier, on parle toujours que c'est dur, mais le client derrière,
qui vient, qui paye, lui aussi, il a le droit à avoir finalement ce qu'il veut, donc la perfection. Et on ne l'atteint pas avec de l'approximation. Donc il faut de la rigueur et de l'exigence. Et donc il n'y en avait pas un plus ou moins, c'était tous. Mais après, quand tu fais ce métier, c'est aussi pour ça que tu le fais. Et puis c'est la beauté du geste, quoi. Et il y a un geste technique que tu as mis des années à apprendre, enfin que tu as mis du temps à apprendre. Ah oui. Les gestes techniques les plus difficiles en pâtisserie, par exemple, c'est travailler avec la poche à douille. Je me souviens quand j'étais gamin, quand on avait fini de travailler, je prenais une feuille blanche de papier sulfurisé avec de la crème et je travaillais à la poche tout le temps. Après qu'on ait fini de travailler, avec le cornet pour écrire les joyeux anniversaires, tous ces lettres et tout ce travail qui demande de faire et refaire, tout ça je l'ai fait quand j'étais apprenti après le travail. J'en ai fait et refait, mais pareil dans les gestes de cuisine. Lever des filets de poisson, je l'ai fait des centaines de fois, j'ai reproduit le geste pour que maintenant je l'ai en moi, quoi. Et puis un jour, une directrice de casting te repère pour un projet d'émission télé. De quoi s'agit-il? J'étais chef dans un restaurant qui s'appelait La Suite, sur l'avenue Georges V, et qui était managé par David et Cathy Guetta à l'époque, puisqu'il y avait une partie de nuit, une partie de restaurant, c'était les restaurants un peu festifs. Et c'était les frères Pourcel qui m'avaient placé là, donc j'étais là pour les accompagner, pour travailler avec eux. Et puis c'était mon premier poste de chef. Et puis moi je faisais à manger, mais j'ai toujours été comme je suis, naturel. Donc j'arrivais, je discutais, je souriais, voilà. Et elle s'appelle Benjamin Fajot. Et elle dit, mais en fait toi tu devrais faire de la télé. Je dis, non mais pas du tout. Alors moi je suis ultra timide, je suis pas du tout fait pour ça. Et puis, de fil en aiguille, en me poussant un peu, je suis arrivé à la télé, quoi. Et ouais. À 25 ans, tu deviens le chef de la télé. On est là, hein? Ouais, putain. C'est dingue. Quel souvenir tu gardes de ça? Génial. Ouais. Fantastique. Tu deviens une star en quelques mois. Ça s'est passé trop vite. C'est là que ta vie bascule? C'est là que ma vie bascule. Mais moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était d'ouvrir mon restaurant. Si ça avait été le projet de faire de la télé sans ouvrir le restaurant, je suis pas sûr que j'aurais été faire ça. Parce que à 25 ans, j'avais cette ambition de cuisinier, de chef, d'étoile. Voilà, c'était ça qui m'animait, en fait. Donc là, bien sûr, le principe de pouvoir ouvrir son propre restaurant à 25 ans, sans argent, avec un financier, c'était pour moi l'aboutissement, quoi. Voilà. Et les premiers temps ont été très durs. Quand on a commencé les premières, je me souviens très bien, on était devant chez RTL. C'était rue Bayard, d'ailleurs, maintenant, juste en face de mon restaurant. Il y a ton restaurant, le Bar des Prés. Et là, je me souviens marcher dans cette rue, il y avait des caméras, des grandes lumières. Et on me disait, allez, il faut y aller. Et le principe, c'était de lancer ce casting. C'était un programme de Jamie Oliver. De lancer ce casting de jeunes qui avaient été en échec scolaire comme moi et qui n'avaient pas forcément trouvé leur voie, alors que moi, je l'avais trouvé, et de les mener avec moi jusqu'à l'ouverture de ce restaurant. Et donc, il fallait marcher dans la rue, aller chez RTL et lancer ça. Mais je ne pouvais pas marcher. Je regardais comme ça. Je me disais, non mais Cyril, il faut juste... Nature. Et puis, je me souviens très bien, on est allé après dans un restaurant juste à côté, on a posé une caméra et on m'a dit, voilà, oublie que tu me parles. Et c'était Mathieu Chantos-Cagny, qui était le rédacteur de cette émission, qui est maintenant, on est associé dans la boîte de prod, Sébastien Zibi. On n'a jamais arrêté de travailler ensemble. Et ça, c'est très important pour moi. Tu deviens un chef star en quelques mois, à 25 ans. Donc, ça plaît peu aux chefs renommés de l'époque qui te méprisent. Hein. Comment ça se manifeste, ça? En fait, il faut se remettre 20 ans en arrière. Ça n'existait pas. Non, tu étais le pas premier. Top Chef. Ouais. On n'avait pas montré les portes, on n'avait pas ouvert les portes des cuisines. Il y avait bien entendu Paul Bocuse qui avait fait la cuisine à la télé, Joël Robuchon. Et donc, il y a ce côté arrivé trop vite, fatalement. Parce que on filme les coulisses. Les Français se prennent au jeu de voir comment ça se passe quand on pousse la porte d'un restaurant, puisqu'on montait vraiment tout. Et donc, forcément, t'es connu avant d'être reconnu.
Et donc, il y avait des chefs qui en effet, avaient passé beaucoup de temps pour en arriver là, étaient reconnus par les grands guides, etc. Et donc, on te voit arriver, toi, avec ta tête, et on se dit, non, mais lui, il sort d'où, quoi? Joël Robuchon te qualifie de chef Kleenex. Ça te vexe, ça? Ça te blesse? Alors, ça fait mal. Et en fait, pour rebondir à tout ce que j'ai dit, moi, je reviens toujours à la chose. Au contraire, ça m'anime. Et en même temps, c'est l'impression de redevenir le bon à rien, quoi. Exactement. Ouais. Donc du coup, je me dis, c'est ça la game. Mais forcément, quand Joël Robuchon dit t'es un chef Kleenex, je me dis, ok, bon, on va se battre de toute manière, on va leur montrer. Et je reviens toujours à cette même essence de dire, on va leur prouver. T'avais jamais voulu régler tes comptes? Non, parce que ça sert à rien. Et je pense que la plus belle des réponses, c'est de faire son travail. Et la reconnaissance du public, donc tu l'as, et tu vas tout faire pour obtenir la reconnaissance de tes pairs. Alors tu montes ce premier restaurant. C'est quoi? C'est une brasserie? C'est un italien? Au début, ça se c'est une brasserie. Ouais. Parce que forcément, on ouvre, c'est une brasserie. Un restaurant traditionnel, donc on travaille beaucoup, il y a du monde, etc. Et après, au fur et à mesure, je tisse ma toile, c'est-à-dire que je réduis le nombre de couverts, j'augmente la qualité de la cuisine, je m'entoure de collaborateurs, et on avance, et on obtient la première étoile. Première étoile, 7 ans après l'ouverture, en 2012. C'est une fierté pour le dernier de la classe, cette première étoile? Ouais, bah oui, c'est un accomplissement. Ouais. C'est un accomplissement incroyable parce que justement, on revient en arrière et tu te dis, vous avez pas voulu croire en moi, bah je suis là. Sans faire de bruit, en travaillant et en étant focus sur mon métier de passionné. Parce que ce qui a été très dur finalement avec Joël Robuchon ou d'autres, parce que des journalistes n'ont pas été tendres non plus, ce qui a été très dur, c'est le fait de te faire prendre comme ça sans te laisser le temps. Ouais. Et c'est ça qui est très difficile, parce que quand tu as 25 ans, c'est un peu comme on parle assez souvent de la notoriété qui arrive d'un seul coup, comme ça, devant toi. Moi, j'étais pas préparé à ça. J'étais pas préparé ni à la notoriété, ni au fait, comme ça, de dire de star ou de reste, parce que moi, je me considère pas du tout comme ça. Et justement, ce qui a été génial, c'est que quand toute cette notoriété est arrivée, moi, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai fermé les portes et je me suis mis dans ma cuisine. Ouais. Et j'ai laissé passer le rush. Et j'ai travaillé, avancé. Et c'est ce qui fait aussi, aujourd'hui, mon ADN. C'est que oui, bien sûr, il y a les médias, il y a la télé. Mais moi, je fais mon métier. Tous les jours, je me lève. Mon métier, c'est pas la télévision. Bien sûr que j'en fais, avec plaisir. Mais mon métier, c'est mes restaurants, mes pâtisseries, mes chocolats, mes entreprises. Ouais. Ce premier restaurant, cette première étoile, c'est là que tu te sens vraiment chef? Ça y est? Et puis qu'il n'y a plus le syndrome de l'imposteur? Non, mais ça y est toujours. Ah, vraiment, c'est vrai? Encore aujourd'hui? Ah ouais, ça y est toujours. C'est fou. Non, ça y est toujours. C'est comme ça. Non, je suis très content parce que j'ai accompli ce que je voulais, quoi. Ce pourquoi j'étais fait. Ce pourquoi j'étais programmé. Pourquoi j'ai passé des journées entières dans les cuisines, dans l'Aveyron, partout. Ça, et puis vraiment, c'était pour mes parents, quoi. Les 7 années suivantes, tu vas te battre pour décrocher la 2e étoile. Pourquoi tu finis par renoncer? Il y a des films qui font des millions d'entrées et qui ne sont jamais récompensés. Alors que c'est des super films. Quand tu sens qu'il y a une injustice, moi, je change de chemin. J'ai accepté la première étape où, en effet, c'est la télé, c'est les médias, tu essuies un peu les plâtres. Donc, je me dis, OK, c'est un peu l'apprentissage de ça. Donc, pas de problème, je travaille, je prouve, on y va, on est une équipe. Et je me dis, on n'y arrivera pas. Non pas qu'on ne le mérite pas, mais qu'on n'y arrivera pas. Parce qu'on est face à un mur, donc on va changer de trajectoire. Et c'est ce que tu fais, tu découvres d'autres étoiles, des stars, des robes longues, des smokings sur le tapis rouge de Cannes. Nouvelle archive. Chef, c'est possible d'avoir 2 autres machines, s'il vous plaît, pour Monsieur DiCaprio et sa femme? J'ai tellement aimé qu'il en faut 2 autres. On en a un de plus, là? On en a un autre, là, ou pas du tout? J'en ai un tout de suite, mais après, il faut les chercher en bas. Le temps de descendre, il y a pour 15 minutes, quoi. Faut qu'il le mange maintenant.
Tu dis... Si on a ça, s'il faut, on peut en faire à la minute, mais ça va prendre du temps. Voilà. Tu dis, voilà, t'es un vendeur de drip, toi. Et tu dis qu'il vient de me voir en cuisine, hein. Il y a DiCaprio à table, notamment. Pourquoi tu passes pas au table plutôt? Let me introduce, I'm the chef. Voilà, tu vas Ok. prendre après tu vas Quentin, tu vas Ok. prendre aux 3 tables. Ok. Tu fais comme ça? Ok. C'est bon? Excuse me, I'm a chef for tonight, and it's a pleasure and an honor to cook for you. Oui, c'est pas... Alors, c'est rigolo parce que c'est vraiment les coulisses et la pression. On fait la cuisine au Festival de Cannes, c'est compliqué. Parce qu'on n'est pas dans des meilleures conditions, puisque c'est des grandes salles. Et on n'a pas vraiment la cuisine là, les chambres froides sont loin. Mais c'est sympa de faire des événements comme ça à l'extérieur. C'est pas ce qui me motive à outrance. Ouais. C'est-à-dire que ça me fait plaisir de faire des grands dîners, mais c'est pas pour ça que je fais ce métier, quoi. Sur un plan gastronomique, tu multiplies les projets, tu ouvres d'autres établissements à l'étranger. L'un des derniers restaurants, tu l'as ouvert à Dubaï. Et alors, tu t'es retrouvé sous les bombes, là, récemment. Autre cible de la riposte iranienne, les pays du Golfe où vivent près de 170 000 Français, mais aussi de nombreux vacanciers bloqués dans les hôtels. Tous les avions sont cloués au sol, notamment à l'aéroport de Dubaï, l'un des plus fréquentés, empruntés du monde. Ouais. Alors, Dubaï, parce que ça fait partie du circuit Londres, Dubaï, New York, les grandes villes. Là, il y a eu un vrai coup d'arrêt, ouais. Comment t'as fait? T'as pris quelle décision? En fait, moi, j'y étais quand ça a démarré. Donc, j'y croyais pas trop, quand même. Et puis, comment on a fait Alors déjà, moi, je me sentais quand même en sécurité. J'avais peur que ça escalade. Mais au début, tout le monde était un peu pris parce que l'aéroport était fermé, tout était assez fermé. Donc, le principe, c'était vraiment d'être avec les équipes et d'être là et que ça se passe le mieux possible. Et puis ensuite, l'aéroport a réouvert, donc tout le monde a pu vraiment partir. Et puis, au début, on a fermé le restaurant. Et puis là, depuis peu, on a réouvert le restaurant. Ça s'est calmé, hein? Ça s'est calmé, oui. On a réouvert le restaurant. Mais l'activité est très légère, de toute manière. Oui. Donc Dubaï, Londres, Saint-Barth, bientôt New York. Et Saint-Tropez, ce sera cet été? Saint-Tropez, on va faire des glaces. Ah, génial. À Saint-Tropez, on a des pâtisseries. Et là, on va faire des glaces. Et donc, je suis content parce que c'est pareil, c'est une nouvelle corde à notre arc. C'est aussi un nouveau travail. Voilà, les glaces, c'est très compliqué quand même parce que on parle de la glace, on peut faire des glaces assez facilement, mais quand on veut faire des bonnes glaces à bonne texture avec des fruits pas trop sucrés, qu'on ait vraiment le bon goût du fruit, on a travaillé dur pour les glaces. J'ai mangé des litres de glace. C'est trop sucré, pas assez sucré, ça sent pas la fraise. La stracciatella, je veux qu'il y ait des copeaux un peu plus épais. Il faut que la glace soit plus crémeuse. Voilà, c'est tout ce travail-là qu'on voit pas. Et ça, c'est important de le dire parce que on voit toujours quand c'est fini. Bien sûr. Et on voit toujours, ah là là, la réussite et le succès. Mais derrière tout ça, il y a des nuits et des jours de réflexion, de travail. Pendant le confinement, on se souvient, la cuisine était sans doute le dernier espace de liberté et de création. Et toi, tu faisais la cuisine tous les soirs devant des millions de personnes. Comment elle t'est venue, cette idée-là? C'était dingue, ça. C'est pas mon idée, c'est l'idée de Mathieu. Et ce qui est Ton assez associé. drôle, mon associé. Ce qui est drôle, c'est qu'on était allé vendre ce programme à M6 6 mois auparavant, de dire on pourrait faire une émission de cuisine en direct à la télé où les gens cuisineraient avec nous, les pompiers de Bordeaux, les personnes à Lyon, des gens à l'autre bout du monde, et de rassembler un peu autour d'une nouvelle façon de voir une émission de cuisine à la télé. Et ils n'y avaient pas cru. Donc j'avais dit non, c'est pas le truc. Bon. Le confinement arrive. Eh oui. Mathieu retente sa chance et disent mais comme on n'a rien, on va le tenter. Et là, c'est un truc de fou. Mais moi, je suis pétrifié. Quand j'entends, j'avais jamais fait de direct. Quand j'entends dans l'oreillette, attention, dire dans 5, 4, 3, c'est à toi, et que je vois l'écran où je me vois, je me dis waouh, il faut faire la cuisine là. Et donc, donc c'était génial parce que j'ai appris.
J'ai appris le direct, j'ai appris à cuisiner comme ça avec les gens, j'ai appris à partager, à écouter, à transmettre. C'était génial, quoi. C'est quoi le pire et le meilleur souvenir de ces heures de direct? Alors, le pire souvenir, alors ça, je m'en rappelle. Le pire souvenir, c'est coupure de courant dans mon immeuble. Donc, il n'y a plus aucun robot qui marche. Les plaques à induction ne marchent pas, plus rien ne marche. Et on est retour pub. Et je dis non, mais j'y vais pas. Je vais pas dans ma cuisine, j'étais derrière. Et Seb disait, reviens. Mais je vais dire quoi? Je suis en direct, je vais dire quoi? Et donc, du coup, ça, c'est vraiment un truc. Ça a duré combien de temps? Une éternité? Ouais, ça a duré une éternité. Ça a duré 2-3 minutes. Donc après, Jérôme, il a pris le retour. Mais ça a vraiment été le truc. Et après, les meilleurs souvenirs, c'est quand ça roulait. Qu'on était bien au milieu et que ça roulait. Et là, quand ça roule, c'est un kiff incroyable. Est-ce que tu as réalisé à ce moment-là que ton rôle était bien au-delà de juste bien faire la cuisine? Je m'en suis rendu compte quand on a terminé tout ça. Quand j'étais dans la rue, les gens disent toujours on peut faire une photo, les gens sont gentils parce qu'ils partagent toujours des expériences en me disant j'ai fait la tarte aux pommes, j'ai fait la viande, j'ai fait ci, la recette elle est super. Et donc ça c'est vraiment courant. Mais là, après, les gens me disaient merci. Ouais, c'est ça. Alors je disais merci. Elle dit merci, vous nous avez sauvé le confinement, on était bien avec vous. Et là, vraiment, c'est un cadeau du ciel, quoi. Quel est le plus beau compliment qu'un client puisse te faire? De revenir. Ouais. De revenir, c'est un beau compliment. Moi, ce qui me fait vraiment, vraiment plaisir, c'est quand les mamans me disent on a fait le gâteau au chocolat, c'est notre recette du dimanche, tout ça. Et d'ailleurs, pendant le confinement, j'avais dit on va écrire des livres de recettes de tout ce que l'on a fait, mais on va faire les photos à l'iPhone, on va l'écrire nous-mêmes, on écrivait à la maison, parce que j'étais avec Aude, ma chef, qui habite à 50 mètres de chez moi, donc on était entre guillemets confinés tous les deux là. Et je voulais que ce livre soit pas cher, à 12 € pour que tout le monde puisse le payer. Et c'est vraiment le cas, quoi. Les gens ont ça dans la cuisine et refont les recettes. Et ça, c'est quand même, purée, c'est quand même un cadeau du ciel, ça, putain. Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Je cache rien. Je cache rien. C'est une très bonne question. Non, je cache rien. Je pense que mes amis me disent toujours, on lit en toi comme dans un livre. T'es tellement facile. Donc, je cache rien. Je vis comme je suis, je dis comme je pense. Et voilà. Mais il paraît que derrière ta jovialité, t'es un meneur d'hommes. Oui. Que tu peux être dur aussi. Exigeant, oui, bien sûr. Mais parce que les gens sont exigeants avec moi aussi. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est que on dit toujours, oui, il y a de l'exigence dans notre métier. Mais le client, quand il vient manger, il est terriblement exigeant. Les gens, quand ils vont acheter un gâteau, qu'ils le ramènent chez eux, ils sont terriblement exigeants aussi. Donc un grand quand il y a un chef... problème dans un gâteau, les gens, ils m'épargnent pas. Ouais. Alors, il y a des personnes qui sont très gentilles et qui écrivent en disant « On a un problème, on a eu un problème », ils m'écrivent sur Instagram, je réponds, je dis « On s'occupe de ça, on refait, je m'excuse, on a eu des problèmes, etc. » Et puis, le débat, c'est que moi, je suis derrière ou devant 300 collaborateurs. Et donc, au moment où on parle, j'ai des cuisiniers qui font des sauces, j'ai des pâtissiers qui font des mousses au chocolat, mais s'il y a un problème... C'est toi. Et oui. Et un grand chef, donc, est forcément exigeant. En tout cas, exigeant parce qu'il y a un code. On parlait des oursons. Les oursons en guimauve qui sont démentiels. Il y a exigence et exigence. Parce que dans le mot... Moi, je vois le mot exigence comme quelque chose de positif. Je vois pas le mot exigence comme quelque chose où ça crie, C'est ça, parce qu'on a le cliché du chef en cuisine qui crie, l'ambiance est tendue. Moi, je suis exigeant envers moi-même. L'exigence, c'est de dire, voilà, on fabrique des oursons comme ça, il faut que les clients, quand ils ouvrent la boîte, ils aient ces oursons-là. Et d'ailleurs, on trie. Quand les oursons sont pas bien, on les met de côté. Et donc, c'est ça l'exigence. Pourquoi on verrait la négativité dans l'exigence? L'exigence, c'est de la positivité. On est content aussi, on est fier. Moi, je dis à mes cuisiniers, quand on fait des jolis plats, vous avez mis de l'exigence, vous êtes fiers. Et quand vous traversez le restaurant, les clients ils vous disent c'était top, merci.
Est-ce que tu vois une évolution depuis le début de ta carrière dans l'ambiance en cuisine? Ah oui, oui, ouais, clairement. Ah, moi, j'ai grandi dans des cuisines où il y avait une autre exigence, si on parle du mot exigence. Maintenant, les choses ont totalement changé et notre métier a évolué. On ne travaille pas autant qu'on travaillait avant. Voilà, c'est toute une organisation. C'est plus détendu? Oui, différente. Mais c'est plus détendu. C'est... Le management Le évolue. management n'est pas le même. Non, mais on peut être exigeant sans violence. Ouais. On peut avoir des codes de travail sans violence. La violence ne résout pas et n'amène pas l'exigence. C'est pas parce qu'on hurle que ça va faire avancer les choses. Au contraire, c'est la transmission. Ça va pas. On recommence, on le fait comme ça. Et en cuisine, l'atmosphère a changé depuis oui. MeToo? Clairement, moi, je suis pas dans toutes les cuisines de France. Ouais. Mais je trouve que la cuisine a changé. Oui, par justement toutes les actions qui ont été menées. Oui, c'est sûr. Maintenant, je suis pas dans toutes les cuisines de France. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes cuisiniers qui commencent? De prendre du plaisir, de s'éclater, de créer, de fédérer des personnes, parce qu'on ne gagne pas tout seul. Donc fédérer des gens dans un projet et avancer tous ensemble, quoi. Ouais, c'est un métier qui m'a tout donné, moi. Donc c'est un métier que j'aime. C'est un métier qui est difficile parce que on est dans l'instantané. Et que 2 minutes, on commande une viande saignante, 2 minutes, elle est à point, quoi. On parle des jeunes des réseaux. Il y a un phénomène qui explose sur les réseaux sociaux, c'est le testicrousti. Tu connais? Alors, je me suis renseigné. Ouais. C'est du poulet frit et du riz. Ouais, du poulet frit avec du riz. Avec une sauce secrète. Bon. Alors, t'en penses quoi? Je sais pas du tout. Parce que je dois dire que je suis pas T'as du pas tout... testé? Non, mais j'ai pas testé. Après... Je trouve ça génial qu'il y ait des vagues comme ça, de personnes qui mettent du fromage au four avec des pâtes. C'est ça. Ça, c'est les pasta feta au four. Il y a le crookie. C'est Voilà. le croissant et le cookie mélangés. Il Non, y a mais- le brookie, le Ouais. brownie avec le cookie. Non, mais pourquoi pas? Non, mais... moi, alors, je scène de 2 choses. Ouais. Les réseaux sociaux, que je regarde, et je trouve qu'il y a des jeunes qui ont des recettes top, et qui, comme ils sont décomplexés de la cuisine manière très scolaire, ils essaient des choses. C'est né comme ça, d'ailleurs, de dire, je vais mettre un croissant, je vais mettre du cookie dedans, voilà, et j'essaie de faire fondre, ou je mets la feta au four, et quand ça a fondu, je mets des pâtes dessus avec... Bon, aujourd'hui, c'est très popularisé, mais le mac and cheese, c'est la même chose. Une béchamel avec des pâtes et du gratin. Bon. Je trouve que c'est génial, moi. Je trouve que c'est génial. Tant que ça parle de cuisine et tant que c'est bon, tant qu'on s'amuse. Tu vois, pour moi, ça met de l'eau dans le moulin, du plaisir. Ouais. Et donc, c'est génial, quoi. T'as un péché mignon? J'en ai plein, moi. Hein. Ouais. Euh, Ton plat préféré, s'il devait en rester qu'un? S'il devait en rester qu'un, je lui dirais une côte de bœuf de l'Aubrac avec de la Ligo, parce que ça, c'est mon enfance. La côte Donc, de bœuf ça, et la je Ligo. discute pas de ça. Mais le mac and cheese, j'adore ça. D'accord. Les macaronis avec du comté, de la béchamel gratinée au four, à manger comme ça, c'est dans la vibe de ces recettes-là. Ça donne Bien sûr que faim. j'adore ça. On a faim, là. Mais bon, le pasta feta, j'ai jamais goûté, mais je suis sûr que si je mange, je vais aimer. Hein. Quel est le plat que tu n'aimes pas? Alors, je me soigne. Non, j'ai un peu du mal avec les huîtres. Ah ouais? Parce que ce côté fort iodé, j'ai un peu du mal. Mais j'essaie de l'apprendre. J'ai vraiment ce truc-là, quoi. Vraiment les huîtres, les oursins. Tout ce qui est de la mer. À l'Aveyron, il n'y a pas la mer. Ouais, l'Aveyron, oui. l'Aveyron, on était plus le jambon, la saucisse. Donc, voilà. Quel est le plat le plus simple, mais épatant? Pour moi, la cuisine de produits. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je vais aller chercher, je l'ai fait la semaine dernière, pour D'accord. te dire. Uh-huh. J'étais tout seul à la maison, je me suis fait ça. J'avais tout Concentré. les coups déjà. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh bien, j'ai pris 4 belles asperges, des grosses asperges, comme ça.
Je les ai cuits Blanche ou verte? Verte, pas verte. Je les ai cuits dans de l'eau. Grand volume d'eau bouillante salée, je les ai rafraîchis dans de l'eau glacée et je les sors tout de suite pour qu'elles gardent la chlorophylle. J'ai une super huile d'olive. Je les mets comme ça. Je mets un petit peu d'huile d'olive. Je prends un œuf bio que je cuis mollet 6 minutes. Je l'enlève. Je l'écale dans de l'eau. Je le coupe en deux. Il est miel. Je le dépose. Je prends un vieux comté. Je râpe du vieux comté dessus. Et quelques petits pignons de pain. Waouh. Ben ça, pour moi, Ouais. c'est exceptionnel. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le produit qui fait toute la cuisine. Et moi, c'est juste pour mettre ça. Et quand je le fais pour des amis, t'as pas une personne, et quand ils mangent, ils font waouh. Ou je peux prendre n'importe quel produit, une belle viande que je cuis le plus simplement possible. Parce qu'aujourd'hui, dans la cuisine, on met plein de choses dedans. Plein de sauces, plein d'assaisonnements, etc. Et quand tu vas retrouver ce beau produit que tu manges simple, hein, et ça, c'est la cuisine de la maison, je ne fais pas au restaurant. Ouais. Ça, c'est la cuisine de la maison. Et quel est le plat de la flemme? Les jours vraiment où t'as la flemme. Ah, la soupe de pâtes. En plus, mon La fils adore soupe ça, de et moi, pâtes j'adore ça. C'est quoi? C'est un bouillon avec des pâtes? Un bouillon, Ah voilà, oui, c'est ça. avec des pâtes. Ouais. Comment? Ça, c'est vraiment... Et du fromage. Quand même. Parce que j'adore le fromage. Eh ouais, moi aussi. Bon fromage, pâte de coin et une soupe de pâtes. J'ai fait ça dimanche. Tout simple. Non, mais je voudrais quand même ajouter une chose, c'est que moi, j'ai grandi avec cette culture de la cuisine de maison. Ma mère, elle faisait un sauté de veau. On a mangé pendant 3 jours. Il y avait la marmite, elle était sur le balcon, elle réchauffait. Hein, et des fois, je pestais un peu. Elle me disait, quand j'étais plus petit, elle me disait, c'est ça ou rien, ou plus tard, tu n'as qu'à faire la cuisine. Elle avait du caractère. Et moi, j'aime à la maison manger naturellement, simplement. Une salade de pommes de terre avec des haricots verts et des œufs durs. Et ça fait mon repas. Et parce que toute la journée, je passe mon temps à chercher combien de cuillères d'huile de sésame avec un peu de soja ou combien de moutarde. Ça, c'est ma vie. Donc quand j'arrive, je veux manger. Ouais, on fait ça. Une tortilla, des patates à la poêle, des œufs dedans, des poivrons confits, je mets à l'intérieur piment d'Espelette, je retourne, une salade de mâche, huile de noisette, copeaux de fromage, et voilà. Et là, tout le monde me regarde avec sourire et me dit « Paou !» On a tous faim, là. On mange quand? Mais c'est ça ma vie. Ma vie, c'est des brochettes, je mange simplement. Comment on transforme un plat banal en plat de chef? Il n'y a pas de plat banal. Et j'ai aucune prétention de faire un plat de chef. Tu vois, ma salade de pommes de terre couvertes, je l'aime parce que c'est les petits détails. Les pommes de terre, elles doivent être tièdes. Et les œufs, je les mets à peine durs. Tu vois, et un petit vinaigre de xérès, une bonne huile d'olive, un peu de sel, 2 tours de... En fait, c'est ça la cuisine de la maison. C'est la cuisine des mamans, en fait. Moi, quand je fais de la viande, ça c'est le souvenir de mon père, quand je cuis une viande à la maison, je mets du beurre demi-sel dedans. Ah. Et quand je cuis comme ça, là, j'arrose avec le beurre. Et après, je coupe la viande, je remets dans le beurre, je prends des morceaux de pain et je les mets dedans. Et quand tu vas manger un peu de viande, tu vas te prendre le pain, là, qui est gras de beurre, et tu le manges. Pouah, quel kiff. Moi, je cuisine comme ça, je cuisine simplement. Il y a une question qui revient beaucoup sur les réseaux Je sociaux. peux t'en faire 10 des recettes. Hein. Faut-il saler l'eau des pâtes? L'eau des pâtes, oui. Voilà. Pas d'huile d'olive dans les pâtes. Ah bon? Jamais. Ok, très bien, chef. Qu'est-ce que t'as dans ton frigo? Les ingrédients que t'as toujours dans ton frigo? Du beurre demi-sel, du fromage, des fruits et des légumes, des yaourts, des œufs, du jambon blanc, toujours, que j'achète chez mon fromager. Il a un jambon blanc de dingue, pour mon fils et tout, voilà, jambon blanc. Et des cornichons de la maison Marc, en Bourgogne, bons cornichons. La cuisine, c'est aussi, dis-tu, une façon de continuer à faire vivre par le goût ceux qui ne sont plus là. Au premier rang desquels ta mère, j'imagine. Ah ouais. Mais tu sais, pour moi, la transmission, c'est le seul patrimoine qu'on peut laisser, par exemple, à mon fils, quoi. Bien sûr. C'est le plus important. Ce que m'a laissé ma mère. Et ta mère, par exemple, tu penses à elle quand tu
quand tu cuisines quoi? C'était quand la dernière fois? Mais je pense à ma mère pour Tout le temps. tout le temps. Parce que ma mère, elle était pleine de proverbes et donc et pleine de bon sens. Et donc, elle m'a donné ça. Et une de ses phrases les plus... Elle dit toujours « tout ce qui brille n'est pas d'or ». Et quand je suis arrivé à Paris, elle me l'a répété 100 fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, tu vois... Et quand tu cuisines un gâteau marbré, Et j'imagine. quand je cuisine un gâteau Ouais. marbré, mais tu vois, toutes ces recettes, moi, j'ai plein de choses que ma mère, elle faisait... Comme la salade de haricots verts, des salades de riz, des lasagnes à la bolo, des trucs comme ça qui me rappellent tout ça. Mais vraiment, ce que je retiens le plus de ma mère, c'est tout ce qu'elle m'a appris. dans la vie. Vraiment. La dernière fois que tu as cuisiné pour elle, c'était quand? Est-ce que c'était en cuisine au resto ou chez toi? Waouh, c'était il y a déjà un petit bout de temps, mais je pense à la maison, puisqu'elle était à la maison. Même la dernière fois, quand elle était à l'hôpital, je faisais à manger dans des barquettes et j'allais lui amener à manger tous les jours. Oh là là. Ouais, du homard et tout. Et ma mère, elle me disait, je faisais des salades avec du homard, elle me disait, Cyril, t'es mignon, mais moi je veux manger simplement. Je l'aimais tellement, elle était tellement incroyable. C'est meilleur que les plateaux d'hôpital. Et moi, je voulais lui faire plaisir. Donc, je faisais des petites salades de homard, je faisais des petites mayonettes, tout ça. À 48 ans, tu te réalises aussi dans ta vie d'homme, de mari, de père. Dis donc, ton fils, il est déjà en cuisine. Hein. Ah ouais. C'est la transmission. Tu parlais de la transmission tout à l'heure. La coquine était Ça, déjà, il était petit. Hein. Le monde, Mais très petit. coquine était basée. Très petit. Mais la cuisine, j'ai envie de dire, c'est un jeu d'enfant. C'est quelque chose d'assez magique pour un enfant. Parce que il voit un produit qui cuisine et qui mange. Ouais. Donc, en tout cas, Léo, il a vite ce truc... il comprend vite les choses. Donc, je prends avec moi à faire des choses. Des œufs, je le laisse faire, etc. On fait des trucs ensemble. Le principe étant, je veux pas en faire un cuisinier. Mais tu lui as transmis l'amour des fourneaux déjà, Et quelque part. il fera bien ce qu'il voudra. Je veux pas je fais pas ça pour ça. Bien sûr. Je fais ça parce que je veux qu'il ait le bon goût des choses. Je veux qu'il sache se faire à manger et je veux qu'il ait ce truc. Ça, ça va être mon leitmotiv dans la vie, tu vois. Je veux qu'il ait ce truc du bon fromage, de la bonne bouteille de vin, qu'il ait ce truc de cuire la viande, de faire la gamelle, de bien se faire à manger pour ses potes, pour ses copines, pour dire je fais à manger, parce que je trouve que c'est magnifique. Moi, j'ai des potes qui cuisinent très très bien et qui sont pas cuisiniers. Ben, moi, je suis émerveillé. Et si je remets une pièce dans le jukebox, ben, j'aimerais que quand il fasse à manger, les gens lui regardent et lui disent « Putain, tu fais bien à manger, mec. » Et même s'il n'en fait pas ce métier, eh ben, j'aurais accompli ma vie. Si tu pouvais parler au petit Cyril de l'Aveyron, tu lui dirais quoi? Je lui dis « Vas-y, lâche rien, quoi, tu vas y arriver. » Mais je me suis toujours dit ça, parce que j'ai pris des coups, je me suis relevé, je me suis dit « Allez, vas-y, il faut y aller. » J'ai ce truc en moi, quoi. Moi, je me suis construit là-dedans, j'avais envie de prouver à mes parents. Donc, je me suis cultivé au fond de moi cette rage, quoi, de dire je veux y arriver, quoi. Pas en étant revanchard, pas en disant je vais marcher sur les autres, je vais pousser tout le monde, je veux y arriver. Non. C'était juste à me prouver à moi-même. Et puis, ça nourrit ce petit feu qui est en moi, en fait. De réussir des choses, de le faire. Je le fais pas pour dire regardez comment je suis. Non, je le fais parce que je suis content d'accomplir des choses pour moi. Et je suis content que les gens, mes amis, ma femme, les gens soient fiers de moi. Et ma sœur aussi. Des fois, c'est ça en fait. Merci beaucoup, Cyril. Merci. Et là, toute l'équipe va se précipiter sur les oursons en guimauve, je pense.
Merci pour cette petite thérapie. Merci à tous.